Merci, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs, ma présentation portera sur le profil immunologique et virologique des patients HIV contrôleurs dans l'essai Temprano qui s'est déroulé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À l'absence de traitement antirétroviral efficace, il existe un groupe de personnes infectées par le VIH qui ne répond pas au mécanisme connu de l'évolution naturelle du VIH, qui se traduit par une réplication virale permanente avec une déplétion progressive des CD4 et une évolution vers le stade de SIDA. Ces personnes qui contrôlent spontanément la réplication virale à l'absence de tout traitement antirétroviral représentent 1% des personnes vivant avec le VIH et sont appelées HIV contrôleurs. Le mécanisme de contrôle virologique de ces patients est peu connu. Il est probablement polyfonctionnel et lié à une susceptibilité génétique qui confère une immunité particulièrement efficace. Cependant, l'inflammation chronique, de même que l'activation immunitaire chez ces contrôleurs du fait de la réplication résiduelle qui existe, sont plus importantes lorsqu'on les compare aux patients séropositifs sous traitement antirétroviral efficace. D'où la question qui se pose, est-ce qu'il faut débuter immédiatement le traitement antirétroviral chez ces contrôleurs? En Afrique subsaharienne, en dehors de l'Afrique du Sud, il n'existe pas de données disponibles sur cette population. Et donc, nous estimons qu'une meilleure connaissance sur le mécanisme de contrôle de cette réplication et le devenir à long terme de ces patients pourrait constituer un enjeu majeur. Et donc, notre objectif est de décrire la prévalence et les caractéristiques de cette population suivie dans l'essai Temprano. Pour rappel, Temprano est un essai clinique randomisé qui évalue le bénéfice et le risque d'un traitement antirétroviral immédiat et d'une chimioprophylaxie à l'isoniazide chez des adultes au stade précoce de l'infection. 2056 patients ont été inclus dans l'essai avec moins de 800 CD4 et n'ayant aucun critère OMS de mise en route du traitement. Ces patients ont été randomisés soit pour débuter le traitement antirétroviral à l'inclusion, qu'on appelle stratégie ARV immédiat, ou bien pour débuter le traitement selon les critères OMS. Ces patients ont également été randomisés pour recevoir ou non une chimioprophylaxie à l'isoniazide. Les participants de l'essai Temprano ont été suivis pendant 30 mois durant lesquels des mesures de charge virale et de CD4 ont été réalisées de façon semestrielle. Outre les bilans de la biologie standard, des marqueurs solubles d'inflammation et d'activation ont été sélectionnés et réalisés à baseline. Nous avons également quantifié l'ADN proviral sur échantillon de PBMC. Pour notre analyse, nous avons défini comme HIV contrôleurs des patients qui sont randomisés dans la stratégie ARV différée, qui sont naïfs de tout traitement antirétroviral durant les 30 mois de suivi et dont toute leur charge virale était inférieure à 2000 copies et n'avait pas de critères OMS de mise en route. Ce diagramme de flux permet d'illustrer la cascade de sélection des HIV contrôleurs. Temprano, c'est 2056 patients, dont 1033 dans le bras ARV précoce et 1023 dans le bras ARV différé. Et c'est cette population qui nous intéresse. Après 12 mois de suivi, nous avions 21 patients qui répondaient à notre critère. À 24 mois de suivi, nous en avions eu 15. Et à la fin de notre suivi de 30 mois, nous avions eu 13 patients qui répondaient à notre définition de HIV contrôleur, c'est-à-dire naïfs de tout traitement antirétroviral, avec toute leur charge virale inférieure à 2000 copies. Et donc, comme résultat principal, on peut dire que la prévalence des HIV contrôleurs dans l'essai Temprano est de 1,3%, avec un intervalle allant de 0,6 à 2%. Je vous présente les caractéristiques des 1023 patients qui ont été randomisés dans la stratégie ARV différée. Il faut dire que 77% représentaient femmes,
avec un âge médian de 35 ans. 65% de ces patients étaient en stade OMS 1, avec 40% avaient des CD4 supérieurs à 500. La médiane de charge virale était de 4,6. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que 42% de cette population n'a pas reçu les traitements antirétroviraux à la fin des suivis de 30 mois. Je présente à présent les caractéristiques des contrôleurs et des non-contrôleurs. Je voulais préciser que c'est une étude pilote et avec des petits effectifs, donc nous n'avons pas fait des tests statistiques. L'objectif n'était pas de rechercher une puissance statistique, mais de pouvoir décrire en parallèle les contrôleurs et les non-contrôleurs et de faire des hypothèses. Et donc, 85% des contrôleurs étaient de sexe féminin contre 77 chez les non-contrôleurs. L'âge médian était de 35 ans dans les deux groupes. 85% des contrôleurs étaient classés OMS 1 contre 65. La charge virale, la médiane de charge virale chez les contrôleurs était de 0 contre 45 000 chez les non-contrôleurs. Le réservoir viral était très bas chez les contrôleurs avec 40 copies par million de PBMC contre 950 chez les non-contrôleurs. La médiane des CD4 était de 592 chez les contrôleurs contre 458 chez les non-contrôleurs. On avait un patient contrôleur qui avait un antigène HBS positif, qui représente 8%, contre 9% chez les non-contrôleurs. Je vous présente les marqueurs de l'inflammation chez les contrôleurs et chez les non-contrôleurs. Toujours, c'est le même principe, pas de test. Mais ce qu'il est important de remarquer, c'est que pour tous les marqueurs de l'inflammation, nous constatons que les contrôleurs ont un niveau d'inflammation bas comparativement aux non-contrôleurs. Et pour illustrer mes propos, je vais vous citer quelques-uns, notamment l'interleukine 6, où nous avons 0,92 chez les contrôleurs contre 1,6 chez les non-contrôleurs. L'IP10, où nous avons 192 contre 467. La CRP 0,83 contre 1,73. En conclusion, on peut dire que l'essai Temprano confirme la rareté de cette population, comme je l'ai dit, qui représente 1% des personnes vivant avec le VIH. Et cette population est très peu décrite en Afrique. Et donc, nous pensons que l'étude des caractéristiques cliniques, immunologiques, virologiques et même génétiques en Afrique nous permet déjà de montrer que les premières caractéristiques que nous avons sont proches de celles décrites dans la cohorte française et nous permettra également de les comparer aux cohortes qui existent, notamment aux États-Unis, et surtout de formuler des recommandations particulières d'un contexte encore difficile d'accès aux antirétroviraux et éventuellement évaluer, envisager des perspectives thérapeutiques vaccinales. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier le professeur Serge Éolier, le professeur Christine Rouziou, le professeur Laurence Weiss, le docteur Anglaré pour leur implication et vous remercier également pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Cette communication est aussi ouverte à discussion. Constance. Non, malheureusement, on n'a pas déterminé les HLA. On a la biotech, je pense que si on a le financement, on le fera. OK, le professeur confirme qu'on le fera. Merci, bravo pour votre communication. Olivier Lambotte, je suis un peu impliqué sur les questions de contrôleurs et je pense que vous apportez une pierre très importante sur l'édifice qui est, effectivement, il n'y a quasiment pas de données sur les pays du Sud et vous apportez quelque chose qui est très important et qui, effectivement, sur des premiers résultats, ressemble à ce qu'on voit sur les patients contrôleurs au Nord. Moi, j'avais deux questions. Vous avez montré qu'il n'y avait quasiment pas de portage d'antigène HBS sur vos 13 malades. Il y a juste un patient. Est-ce qu'ils sont, en termes de sérologie, est-ce qu'il y a plus de guérison, de profil de guérison d'hépatite B parmi vos 13 malades, alors c'est pas beaucoup, que par rapport aux autres? Merci. Je pense que c'est des patients qui sont toujours suivis. Et pour le traitement contre l'hépatite B, je pense qu'ils ne sont pas sous traitement, mais ils évoluent bien.
Donc, quand on fait les transaminases, je pense que les transaminases sont normales et ils évoluent, on les suit. Et donc, on ne peut pas dire que, puisque le traitement n'est pas subventionné, on ne peut pas dire qu'il y a plus de guérison pour l'hépatite B chez les contrôleurs que chez les non-contrôleurs. Mais est-ce qu'ils ont plus d'anti-HBS, de profil anti-HBC et anti-HBS? Bon, il y a un contrôleur qui était positif à l'antigène HBS. La question, c'est sur les anticorps. Ont-ils une prévalence d'anticorps supérieure à vos non-contrôleurs, suggérant une possibilité... Non, ça, on n'a pas vérifié. On n'a pas vérifié. Bon, en tout cas, bravo pour votre communication et bon, vous pouvez collaborer avec les États-Unis. Ensuite, il y a une cohorte ANRS en France. On est tout à fait partant pour discuter avec vous et pouvoir collaborer avec vous sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup à Jean-Baptiste parce qu'il y croit. Il est difficile à contrôler sur cette histoire de contrôleur, là, mais il y croit. Et Olivier, merci pour la fenêtre que tu nous ouvres. Je vais être volontiers provocateur lorsqu'on discute de cette question. On dit traiter tout le monde, et moi, la question que je pose, c'est qui ne pas traiter. Il y aura toujours une population infime qui va nous dire j'ai des préservatifs ou je suis abstinent, je ne vais pas transmettre, et qui a un seuil de charge virale qui n'est peut-être pas un seuil de transmission. Et cette question va se poser à terme, parce qu'on a encore des patients qui sont tellement en bonne santé et confirmés par ces données virologiques qu'ils ne veulent pas de traitement, qu'on n'a qu'à suivre. Mais ça, c'est ouvert pour le futur, quoi. On ne va pas toujours traiter. Et ça, la question est ouverte à débat pour nous tous qui faisons de la recherche, qui prenons en charge des patients, qui ne pas traiter. Et ça, c'est pour le futur. Oui, merci, très intéressant. Deux petits points, mais je suis sûre que vous l'avez vérifié. Je me souviens d'un papier dans le New England qui était très intéressant, qui était fait au Sénégal, où on avait montré qu'en fonction, chez des co-infectés 1+2, HIV1, HIV2, il y avait un ralentissement, il y avait un masquage chez des gens qui étaient co-infectés. Donc, question probablement inutile, mais est-ce que vous avez bien vérifié le statut aussi HIV2 de ces patients? C'était ma première question. Effectivement, on a eu des malades qui restaient inférieurs à 2000, mais autant on a montré par définition la cinétique pour rentrer dans la définition de contrôleur avec 30 mois. Quelle est la cinétique des CD4? Parce qu'on s'est quand même retrouvé très souvent. Et moi, je peux dire qu'on n'a plus beaucoup de contrôleurs qui sont restés non traités à cause d'une baisse des CD4. Et j'ai eu l'impression de voir que les CD4, ils n'étaient pas si élevés que ça dans les 13 patients. Alors, j'ai peut-être mal vu les IQR, etc. Puis, à la limite, 13, voilà. Donc, parfois, effectivement, on a l'impression qu'on est dans des situations comme ou HIV2 où les CD4 baissent, même si la production virale périphérique n'est pas très importante. Merci, professeur. Concernant le statut VIH, effectivement, nous sommes posés cette question et plusieurs contrôles ont été effectués et ces personnes sont totalement VIH positifs. Et concernant la cinétique des CD4, ils sont VIH1, oui, VIH positif 1. Oui. Oui, on a vérifié les deux, le 2 et ils étaient tous VIH1. Concernant la cinétique, je passe le contrôle du professeur Lambotte. Pour définir les HIV contrôleurs, c'est le critère virologique qui importe. Voilà. Les asymptomatiques à long terme, on parle plutôt des critères de CD4. Mais pour ce qui est de notre cohorte, les patients ont tous des CD4 supérieurs à 500. Et qui se maintient tout au long du suivi au même taux. Vous n'avez aucun trend au niveau des CD4? C'est ça, je pense, la question de Christine. Non, en fait, il y a des fluctuations au niveau des CD4 qui varient, mais toujours au-dessus de 500. Ils ont souvent, il peut avoir 600 CD4, au prochain contrôle, il a 550, et après, il remonte, voilà. Ils sont toujours au-dessus de 600, mais il y a des cinétiques et des fluctuations qui existent pour ces 13 patients. Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Moi, j'ai une préoccupation d'ordre éthique. On recommande actuellement de traiter tout le monde. Bon, je fais un peu la sourde oreille à la préoccupation du professeur Éolier. Comment on gère l'aspect éthique vis-à-vis des personnes qu'on ne va pas traiter? Parce qu'on veut trouver les contrôleurs parmi les patients. Quand on recrute la population qu'on veut observer, comment on leur explique qu'on ne peut pas, on doit traiter tout le monde, mais vous, on ne peut pas vous traiter parce qu'on veut voir parmi vous s'il y a des contrôleurs. Je ne sais pas, du point de vue éthique, comment c'est géré. C'est peut-être mal exprimé, mais je ne sais pas si mon message est passé. Non, oui ou non? Olivier voulait répondre, je pense, ou en tout cas intervenir. S'il vous plaît. Derrière vous. Je me permets de répondre sur ce que je connais, c'est-à-dire au niveau du Nord, sur la corde française. Vous posez une excellente question, hein. C'est une question très importante. Je pense que la question, elle se fait dans la discussion entre le patient et son médecin. Et ça dépend de deux choses. Ça dépend d'abord si vous avez affaire à un patient pour lequel vous avez beaucoup d'historique, parce qu'il a par exemple été diagnostiqué en 2000, il a rompu son suivi, il y a eu des charges virales irrégulières, et vous avez un patient qui a un profil clairement de contrôleur devant vous. Ça, quelque part, c'est plus facile, parce que vous avez l'historique qui vous aide et qui permet de dire qu'a priori, ce patient, à l'instant où vous le voyez, il a, 10 ans de charge virale toujours indétectable. Donc le risque de transmission, il est extrêmement faible. Et donc la balance bénéfice-risque de lui démarrer un traitement antirétroviral, elle n'est pas du tout évidente. La question, c'est plus quand vous avez de nouveau un premier patient qui est dépisté. Je pense par exemple, voilà, la question s'est posée pour une jeune femme qui est dépistée il n'y a pas très longtemps, et premier diagnostic, elle avait une charge virale indétectable. Et ça a été refait. Okay, pas d'erreur, c'est bien ça. Donc là, effectivement, il y a une vraie discussion. Nous, le message qu'on donne, mais c'est vraiment pour des charges virales indétectables, c'est là où je pense qu'on peut tenir ce discours-là. C'est de dire que soit le patient souhaite être traité, parce qu'il a peur que ce soit une erreur, que ce soit quelque chose de très transitoire, etc. Évidemment, on le traite. Soit on lui propose d'avoir un contrôle très rapproché, de voir comment ça se passe. On sait qu'avoir une fois une charge virale indétectable, c'est pas si rare que ça. Mais par contre, si vous répétez, malheureusement, la plupart du temps, la charge virale, elle est positive et elle est détectable. Et à ce moment-là, il faut traiter. Si sur vos suivis rapprochés, les charges virales restent toujours indétectables, la discussion se repose avec le patient. Mais ça impose clairement d'avoir une bonne relation avec lui, de l'écouter, de savoir ce qu'il veut, de ne pas vouloir lui imposer quoi que ce soit. Il y a certains patients qui veulent être traités tout de suite, à l'inverse, il y en a d'autres qui ne veulent pas du tout être traités pour d'autres raisons. Donc je pense que la question de l'éthique, elle est sous-tendue par la relation que vous avez avec votre patient, et que par ailleurs, évidemment, si le patient a 1500 copies, pour moi, il est contagieux potentiellement, et donc là je lui propose un traitement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Merci Olivier, merci beaucoup. On va en rester là pour cette discussion, très intéressante. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution et ces données fort intéressantes. Vous parlez de patients indétectables. Est-ce qu'il s'agit carrément d'inférieurs à 50 copies, ou bien ceux qui sont entre, par exemple, 400 et 1000, qu'est-ce qu'on en fait? Inférieurs à 50 copies. Dans votre logique. On parle bien en dessous du seuil de détection. Ok, je repasse la parole à Alexandra pour l'orateur suivant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était une discussion très stimulante sur une étude importante. On va passer maintenant à l'annonce de l'échec thérapeutique. Donc on continue.